Ce matin, à Kati, aux environs de 8 heures, tout semblait rentrer dans l'ordre. Les marchés étaient ouverts, la circulation était fluide, les populations vaquaient à leurs occupations. L'armée procédait à des fouilles systématiques des véhicules qui entraient et sortaient de la ville. Mais cette accalmie ne fait pas oublier la grosse frayeur au moment de l'attaque. On a de 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, on sentait encore des tirs de fusils, d'assaut, des détonations. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Quand déjà on est venu aux nouvelles, parce qu'en tant que citoyen malien, en tant que jeune, on s'est dit qu'on ne peut pas rester dans nos maisons et cloîtrées. On a des hommes et des femmes qui se donnent corps des armes pour nous défendre, pour défendre la patrie. On est sorti pour les rejoindre. Et dans un premier temps, on a vu au niveau d'un quartier Noumourila, il y avait un détachement des militaires qui fouillait de fond en comble au niveau d'un ruisseau. Donc il disait qu'il y avait un groupuscule de terroristes qui sont rentrés là-bas. On va dire que nous avons été réveillés vers 5 heures par des coups de feu à Kati ici. C'était des coups de feu très nourris, à l'arme lourde. Et vraiment, nous pouvons dire qu'actuellement, à l'ère où nous sommes, la situation est sous contrôle. Vraiment, avec la vaillance et la bravoure de nos hommes, de nos forces de défense, nous pouvons dire que la situation est sous contrôle, vraiment. Dans son dernier communiqué, le gouvernement fait un bilan provisoire de cette attaque qu'elle attribue à la Katiba Massina. Il s'agit d'un militaire tué, de 6 autres blessés, dont un civil. Et côté assaillant, il y a eu 7 neutralisés, 8 interpellations et du matériel récupéré. Aujourd'hui même, vendredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui est en visite dans la capitale malienne depuis 72 heures, a rencontré le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Donc pour revenir à l'attentat de ce matin, effectivement aux environs de 5 heures, comme vous l'avez bien décrit, il y a 2 véhicules bourrés d'explosifs qui ont forcé l'entrée de l'installation de la Demacia, sont fait exploser en soufflant le portail de l'installation et créant des incendies à l'intérieur du camp qui ont été très rapidement maîtrisés et avec des éléments infiltrés qui ont eu à effectuer des tirs à l'intérieur. Ces 2 détonations ont créé la panique. Les détonations ont été vraiment fortes et ça a créé la panique au niveau de la ville de Kati. Donc c'est en gros les déroulés de l'événement ce matin. Donc, dès que les premiers coups de feu ont commencé, les femmes ont été une fois de plus montré un professionnalisme remarquable en activant le plan de défense qui était là, le plan d'activité qui était là, en bouclant rapidement la zone et aux premières lueurs de la journée, là, prendre contrôle de la situation, nettoyer rapidement l'installation et éventuellement poursuivre et ratisser derrière les terroristes qui ont essayé de s'exfiltrer de la zone. Alors, on parlait également toute la journée des menaces au niveau de l'aéroport et de la cité administrative. Qu'en est-il réellement? Bon, l'objectif des terroristes est de créer la psychose au sein de nos populations en mêlant des actions comme ça à Kati. Effectivement, ça crée la psychose ce matin. C'est passé au niveau de la cité administrative. On a demandé aux gens de rester un peu sereins pour qu'on vérifie certains éléments de sécurité et ça a été interprété autrement. Sinon, ce matin, que ce soit l'aéroport de Bamako, que ce soit la cité administrative, il n'y a aucune menace ici à notre niveau. Alors, le ratissage se poursuivait toute la journée. Alors, est-ce qu'à ce stade, on a un bilan précis? Bon, le bilan que vous venez de dire, effectivement, c'est le bilan effectivement, que nous disposons actuellement. Du côté des femmes, il s'agit d'un mort et de 6 blessés, dont un civil. Majoritairement, c'est le souffle de la détonation. Et du côté des assaillants, il y a eu 7 assaillants, 7 corps qui ont été retrouvés. Et il y a eu 8 personnes qui ont été interpellées. Et parmi les véhicules piégés qui ont explosé, il a été estimé à approximativement 3 éléments par véhicule. Donc c'est ce qui fait le bilan et beaucoup de matériel qui ont été récupérés, comme vous voulez de le montrer. Alors, quelles sont les perspectives après cette attaque? Bon, les perspectives, moi je voudrais rassurer nos compatriotes
que les FAMA restent encore plus qu'engagés dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. De la plus haute autorité militaire jusqu'au plus bas niveau, tout le monde se bat et c'est un combat que nous allons réussir, que nous ne voulons pas. Donc, je voudrais rassurer nos compatriotes par rapport à ça et je voulais dire aussi que nos compatriotes comprennent en matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination et aussi il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Et surtout, ce qui est vraiment nécessaire dans le cadre de ces attentats, il faut se préparer à une réaction prompte quand ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Travailler dans la solidarité, vous l'avez dit tout à l'heure, vous demandez l'implication de la population en termes d'information. Effectivement, je vais profiter vraiment de votre antenne pour appeler les populations à la vigilance. Appeler les populations à la vigilance et à se démarquer complètement de ces terroristes-là. On n'a pas d'autre choix si nous voulons défendre notre pays. Voilà. Il faut aller dans ce sens. Je voudrais aussi profiter vraiment de cette antenne-là pour remercier les populations de Kati. Depuis les premières heures de cet attentat, les populations ont été auprès des FAMA. Elles se sont mobilisées et les ratissages que nous avons réussi, c'est grâce à la population qui est restée à nos côtés. Particulièrement les populations de Kati. Je vais profiter de cette antenne pour les remercier. Et le dernier point, je voudrais profiter aussi de cette antenne vraiment pour demander aux populations maliennes d'éviter l'amalgame. L'amalgame, le terrorisme, son objectif vraiment, c'est de créer la psychose et vraiment ne tombons pas dans l'amalgame. Voilà. Tout le monde n'est pas terroriste. Les terroristes, dès qu'on voit un terroriste, il y a des indications qui sont là, donner l'information aux forces armées de sécurité. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a eu interpellé beaucoup de gens aujourd'hui qui sont actuellement entre les mains des services spécialisés qui vont en train de faire des enquêtes. Le dernier point que je voudrais dire qui est très très important, ça c'est les renseignements que nous avons recueillis sur la zone. Que ce soit sur les véhicules piégés, que ce soit sur les corps des terroristes, que ce soit l'information que les personnes interpellées sont en train de nous donner, et éventuellement l'équipement que nous avons récupéré sont en train d'être analysés au peigne fin par les services spécialisés pour pouvoir déterminer la connexion et éventuellement les complices de ces terroristes, que ce soit au niveau de Kati, ici au niveau de Bamako et sur l'ensemble du territoire national. Général de division Omar Diarra, merci. Merci beaucoup. Peu de résidence du président de la transition notamment. Selon l'armée malienne, l'attaque a impliqué 2 véhicules bourrés d'explosifs. Elle a été attribuée à des kamikazes. Les dernières informations vous sont données par notre journaliste spécialiste du Mali, Cyril Payen. Outre cette déclaration formelle et officielle lancée par le gouvernement de transition, commandé par une junte militaire qui habite à Kati, effectivement, il s'agit d'une attaque terroriste. Ce qui est un peu curieux et qui interpelle un peu les observateurs de la question, c'est que le gouvernement de transition a été très rapide pour dénoncer le grand ennemi djihadiste, la Katiba Massina, qui est affiliée à Al-Qaïda et qui, il faut le dire, marque beaucoup de points dans le nord et le centre du pays. Il n'avait jamais, si cela était le cas, osé s'en prendre, vous le disiez, au cœur symbolique du pouvoir. Le colonel Goïta réside à Kati, qui est à 15 km un peu dans les hauteurs de Bamako, qui est une ville immense, garnison, c'est la plus grosse base militaire du Mali. Donc cela donne vraiment une idée sur la portée symbolique de cette attaque. Il y a aussi, il faut le dire, des rumeurs persistantes anonymes, puisque c'est un peu dangereux ce soir. Il y a beaucoup de volatilité à Bamako qui soulignent le fait qu'il s'agirait peut-être d'une mutinerie aussi. Il n'y a pas que des accords au sein de la junte militaire, donc beaucoup de prudence pour relater ces faits. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'attaque aussi coordonnée, aussi importante, et elle fait suite à plusieurs attaques cette semaine à quelques 100 km de Bamako. Tout cela n'est jamais arrivé depuis 2012. 2012, c'était quand la France allait intervenir pour littéralement sauver le Mali des mains des djihadistes qui sont résolument à la manœuvre. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse analyser ce soir après ces attaques.
Et la transition est tout trouvée, Cyril. Le contexte, en toile de fond, c'est bien sûr la force Barkhane, la force française qui se retire du pays. Effectivement, et ce scénario est assez effrayant sur le plan des implications sécuritaires, puisque vous le disiez, Barkhane, ça faisait presque 9 ans, plus de 5000 hommes et femmes engagés pour cette lutte anti-djihadiste et qui ont été, il faut le dire, en dépit des éléments de langage de l'état-major français ou du président français, mis à la porte du Mali par une junte militaire qui y a vu des relents de néocolonialisme et qui s'est attaqué à la France, n'hésitant pas à faire développer un sentiment anti-français qui d'ailleurs se développe dans l'ensemble des pays sahéliens. Donc on est très symboliquement à quelques jours, quelques semaines des tout derniers déplacements de la sortie de la base de Gao dans le nord du Mali des derniers soldats français. Donc on peut imaginer que le Mali va être un peu seul maintenant puisqu'il n'y a plus officiellement cette force d'interposition française. Au Sri Lanka,